Apéro spécial Playoff 2022. Spécial confiance. Ouf. Le mot qui fâche. Ou spécial méfiance. Confiance, ça commence avec un C, comme carotte. Ouais. Donc, attention. Ou ça commence par con, et on va pouvoir en parler en détail. Voilà. On s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien la confiance, j'aime bien les carottes. J'aime bien les cons. Donc, Qu'est-ce que vous faites mercredi soir? On va avoir l'occasion de vous Un expliquer. petit dîner. Bah oui, un petit dîner tous ensemble. On va avoir l'occasion de vous expliquer le concept. C'est très simple. Au moment où on parle. Dans le concept, ça commence par con aussi. Bon, Alex est dans une forme olympique. Vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à quelques jours des playoffs 2022. Cette odeur. Ah bah ça. En plus, il s'annonce salé. Vous savez exactement ce qui va se passer. Oui. Il va y avoir du sel dans tous les sens, donc les punchlines vont s'enchaîner, les projections seront réalisées, il y aura de la preview, il y aura du play-in tournament, bref, plein de choses à devoir suivre, mais on se regardait avec Alex et Lance, on se disait attends, il y a quand même un sujet d'apéro là, je sais pas vous, mais moi je suis chaud pour en débattre. On est, Alex, au moment où on parle, à 2 semaines des playoffs, en tout cas du play-in tournament avec tout ce qui va s'en suivre. Voilà, on est à 2 semaines de la fin de la régulière. Tout à fait. On est à 10 gros jours de la fin de la régulière. Et après, il y aura le play-in tournament. On verra qui y sera. On verra qui en sortira. Ah. Eh oui, parce que c'est ça l'histoire. Après, on a déjà quelques équipes où on sait, sauf vraiment catastrophe, elles vont y aller. C'est sûr. Il y en a qui ont déjà même leur ticket, évidemment. Félicitations à toi, félicitations aux Grizzlies aussi. Mais c'est plus qu'un ticket qu'ils ont, mes gars. Ils ont the ticket. T'as un ticket. Ils ont le gros ticket. Le ticket avantage du terrain, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout des playoffs. C'est pas mal déjà. Tout à fait. Sachez qu'on va parler des Suns dans cette vidéo. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Les gens en qui on n'a pas confiance. Pas confiance totale. Mais donc, vu qu'on est à 2 semaines des choses sérieuses, eh bien, on a beaucoup d'actualités qui vont tomber. Les votes pour les awards, les personnes en effet, comme tu disais, qualifiées pour le play-in tournament et celles qui vont en playoff, ça va aller extrêmement vite. On a plein de surprises à vous réserver. Mais cette question qui nous taraude, en qui on n'a pas trop confiance. On a des doutes. Et on a des doutes lorsque les choses vont devenir sérieuses. Eux, on dit qu'ils sont contenders, mais Ou alors, eux, on dit que qu'ils vont faire des trucs en playoff, mais attention à pas se faire sweep au premier tour. Ouais, ou tiens. Ou prendre un vieux 4-1 bien sale. Il y a 48 minutes là, pour essayer d'aller chercher un ticket de playoff, j'ai pas trop confiance en toi là. Ouais, j'avoue. Tu m'as pas donné les éléments pour être confiant. Certains c'est parce que, Alex, il y a de tout. Certains c'est parce que, il y a un bout de CV d'historique. Genre, tu nous as montré qu'on pouvait pas trop avoir confiance en toi. Ouais. Il y en a, c'est ça, c'est un melting pot de plein d'éléments. Il y en a, c'est parce que la dynamique de des derniers temps est pas bonne. Bref. Voilà quoi, on a déjà donné trop d'indices, les gens ils sont déjà en train de faire leur petite liste, sont déjà en train de... Alors que les fans du Jazz sont en PLS. Et ceux des Sixers sont comme ça. Voilà, les fans des Bulls attendent de savoir comment est-ce qu'on va les manger. Mais donc oui, il y a à la fois des anciens qui ont un historique un peu particulier, et puis il y a aussi des nouveaux, c'est-à-dire, comme on en parle souvent, inexpérience, tiens, je préfère des darons qui vont jouer des plus jeunes. C'est ça, il y a les blessures aussi qui jouent beaucoup là-dedans. Voilà, non, il y a plein d'éléments. Donc voilà, c'est le moment de se poser la question. Quelles sont les équipes qu'on va regarder comme ça d'un œil, genre, attention toi, applique-toi, parce que ça peut vite se terminer. Équipe, joueur, entraîneur. Oui, ça va évidemment, ensemble, bien sûr. Tout ça va ensemble. Un panel. Ah bah oui. Panel global. Panel global, vous avez déjà vu sur la masterclass de miniature offerte par Léonce qu'il y a peut-être des indices qui se sont cachés. Ils sont glissés. Dans ce visuel, peut-être qu'on va parler de certains. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous attend dans les commentaires. Retroussez vos manches. Moi, je suis trop chaud, Alex, tous les soirs, là, c'est la course. Il y a des changements dans tout le classement. Apuré, maintenant, ils sont 10e, 11e. S'ils perdent demain, maintenant, ils sont 7e. Ça y est, les playoffs approchent, là. Tu sens tout de suite que les choses commencent à devenir sérieuses. Et donc que les masques tombent. Ou vont continuer de tomber. Hein. Faire attention. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Eh bien, c'est parti. Participez vous aussi. Quelles sont ces personnes, équipes, entraîneurs, joueurs, en qui on n'a pas trop confiance? Je te lance tout de suite sur le dance floor. Alex, premier élément dont tu as envie de parler. Fait chier de dire ça, mais c'est la vérité. Je suis inquiet pour les Cavs. Ouais. Et plus ça va, plus on est inquiet, parce que limite il se passe pas un match sans qu'il y ait un nouveau blessé. Donc ça déjà, les pauvres ils sont pour rien. Mais c'est relou. Ils ont eu beaucoup de blessés cette saison. T'as perdu Sexton assez tôt, t'as perdu Rubio alors qu'il était chaud. Du coup, t'as monté un trade pour Caris LeVert. Bon, au moins c'est un joueur qui est valide. C'est ça. Tu vois.
Ouais, on va pas se mentir. Après certains soirs, on n'est pas trop sûr. Ah, là, depuis pas mal de temps, trop longtemps, je trouve, il y a Jarrett Allen qui est absent. Et on n'est pas encore tout à fait clair sur sa date de retour, alors que je trouve que défensivement, il y a grandement besoin de lui. Même en attaque, ouais. Et en attaque aussi, enfin, il y a besoin de lui. Donc voilà, là on a vu Evan Mobley qui s'est tourné la cheville, on a vu Mark Cannon qui est sorti soutenu par 2 coéquipiers. Ouais. Enfin, je veux dire, là t'es fan des Cavs, tu fais non mais pourquoi? Genre moi au mois de décembre j'étais bien, j'étais 3e top de l'Est, j'étais bien, ça jouait bien, j'avais le rookie de l'année, tout ça, j'avais mon meneur qui est devenu All-Star, enfin bien quoi. Donc là, effectivement, le paysage a pas mal changé et au-delà même des blessures, ces blessures ont entraîné plusieurs choses. Du classique, le premier truc classique, c'est surutilisation des joueurs valides qui, eux, du coup, on arrive en fin de saison, c'est un peu émoussé. Garland, il a toujours son talent, mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus de mal à finir les matchs. Evan Mobley, même si c'est un freak absolument incroyable, ça reste un rookie. Donc même si depuis que Jarrett Allen est blessé, l'autre il a augmenté son niveau statistique, c'est quand même un petit peu sale tout ça. Mais en attendant, il peut pas être partout. Et puis on voit certaines limites aussi dans le coaching de JB Bickerstaff, où j'ai été très surpris de ses choix tranchés, agréablement surpris, en début d'année et tout, où là par contre on retrouve le Jean-Baptiste qu'on connaît bien, c'est-à-dire ça s'enferme dans ses préceptes. Sacré Kevin Love. Ça varie pas trop ses rotations, voilà, Kevin Love, très bon exemple. Autant en début de saison, il y avait des choses intéressantes qu'il apportait au 6e homme, autant là, chaque minute qu'il passe sur le parquet est une minute de trop presque. Parce que là, défensivement, c'est pas possible. En fait, ils se font trop cibler. Et cette défense qui était le point d'ancrage des Cavs depuis le début de saison, non seulement elle souffre de la perte de Jarrett Allen, ça, bon, voilà, je répète, il y est pour rien, mais en plus, elle souffre des minutes de Kevin Love. Parce que, waouh, le mec, c'est une cible. Je veux dire, moi, je jouerais, je pense qu'on me dirait, vas-y, attaque Kevin Love. Tu baisses l'épaule, Alex, c'est N1. C'est normal. Et en plus, ils ont perdu Dean Wade aussi. Dean Wade qui était pas mal dans la saison. Qui était pas mal et tout. Donc ça fait beaucoup, je trouve, pour les Cavs. Et du coup, pas confiance. Pas dans le sens défiance. Dans le sens où, malheureusement, on va voir déjà s'ils arrivent à s'accrocher quand même au top 6. C'est pas fini. Mais ça pue. Et plus ça va, plus ça pue. Parce que les Raptors, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais alors eux... Ils sont pas du tout en mode je regarde dans le rétro, ils sont en mode c'est où le top 4 parce qu'on n'est pas aussi loin en fait. Bien sûr, et puis il y a eu un Raptors Cavs où justement on a vu Cleveland en déplacement à Toronto déposer les armes parce que comme tu as dit, tu tires la langue. Donc Toronto, ils sont plus en mode les gars, on s'écarte du play-in tournament parce que là les mecs sont en train de chuter à la mort. Chercher les Bulls là. Bulls dont on reparlera peut-être. Donc un peu inquiet parce que le top 6 ça paraissait à un moment donné assuré et en fait ça ne l'est pas. Et le problème, et c'est là que ça m'inquiète le plus, c'est que voilà ce play-in merdique pour les Cavs. C'est quoi comme genre de play-in ça? Tu as joué les Nets, le KD et Kyrie. Kyrie de retour à Cleveland pour sur un match les Cavs. Avec Kevin Love et Mark Cannon en défense sur Kevin Durant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je dis ça va. Ça va pas être facile. Donc voilà. Et après derrière, donc imaginons, je fais des scénars vraiment, ils vont me haïr. Mais donc imaginons que ça passe pas contre les Nets, parce que t'es resté à rester 7ème, t'as joué les Nets 8ème, ça passe pas. T'as un gagnant d'un truc genre Hornets Hawks. C'est un peu froid. Putain, les Hawks ils ont de l'expérience et les Hornets ils sont pas bien loin d'être au complet, bien comme il faut, Donc oui, je suis pas en confiance et ça me fait vraiment chier parce que ces Cavs, c'était un petit peu ma petite darling. J'adore Evan Mobley, puis ces Cavs là, ils sont cool, là, Darius Garland et tout. Mais entre la spirale de blessures, la dynamique qui est pas terrible, font partie de ces équipes qui, ils ont même pas gagné 5 de leurs 10 derniers matchs. Tu vois, pour une équipe qui prétend aller en playoff, c'est pas bon comme dynamique ça. C'est trop compliqué. La jeunesse, le manque d'expérience et le coach qui me convainc pas de ouf. Ouais, je suis pas en confiance là sur les prochaines semaines et l'arrivée en play-in, play-off des Cavs. Ouais. Non mais c'est normal. Si jamais ils vont jusqu'en play-off, je pense qu'ils voilà. C'est un des biscuits. C'est un des biscuits en ce moment qui, je pense, est discuté pas mal chez, comme on disait, les Nets ou les Hornets ou quoi que ce soit. C'est genre,
je veux bien me farcir les Cavs d'Opening Tournament. Parce que tu sens qu'en fait, ils sont limités, qu'il y a des blessures, que ça tire la langue. Ils sont à bout de souffle, là. Ils sont complètement à bout de souffle. Même là, Darius a magnifiquement terminé le Magic en étant clutch à domicile, etc. Mais il a fallu se battre. Il faut terminer le Orlando qui n'était même pas au complet et tout. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, les fans des Cavs avec qui j'ai pu un peu discuter ont vraiment ce sentiment un petit peu de frustration parce que tu as l'impression d'être sur un cimetière indien. Il n'y a même pas un match sans qu'il y ait un mec qui se fasse quelque chose physiquement. Donc c'est vraiment très très dur. Après, il y a une satisfaction globale de la saison parce que tu as quand même explosé les attentes et le niveau de hype et tout ce qui s'est passé. Je veux dire, le All-Star Game était à la maison, c'est formidable. Mais c'est juste le finish, la courbe qui est un petit peu dommage parce que tu te disais, et on en parlait il y a encore un mois et demi, putain, qui a envie de se farcir ces Cavs là au premier tour. Et là, t'es un peu genre, qui n'a pas envie de se farcir les Cavs au Play Tournament? En fait, exactement. En fait, ce qui est vraiment moche, c'est, comme tu viens de le dire, cette saison restera une bonne saison. Je veux dire, c'est la première saison où les Cavs vont être à plus de 50% de victoire depuis, 98. Depuis, voilà. Sans LeBron. Sans LeBron. Voilà, sans LeBron. Depuis 98, depuis 25 ans. Donc c'est beaucoup. 24 ans pour être précis. Mais c'est surtout le côté genre, plus ça va, plus quand tu fais des petites projections, plus il y a un chemin où si les Cavs n'arrivent pas à accrocher le top 6 d'ici la fin de la régulière, là, sur les 6-7 matchs qui restent, il y a un vrai chemin où ça va pas en play-off en fait. Et alors ça je trouverais ça, saison positive ou pas, ça serait chaud. Voilà. Que tu finisses 8ème et que tu ailles te faire exploser la gueule potentiellement sur 4 matchs, mais donc il y a un peu d'exposition médiatique parce qu'on rappelle que c'était un des objectifs des Cavs. Hein, va jouer les Sixers ou le Heat ou je ne sais qui sera premier de la conf Est. Et Garland en antenne nationale. Probablement que tu feras défoncer, mais qu'est-ce que tu veux? Tu seras allé au moins. Bien sûr, et t'as Garland et Mobley qui font une masterclass en antenne nationale et tu te dis genre yes, on a sauvé un peu le finish. Comme les Grizzlies l'année dernière, tu vois, exactement. Ils se sont fait défoncer par le Jazz, ils ont pris 4-1. Mais si tu regardes les playoffs à la téloche, t'es un peu saoulé. Ouais, je comprends. Après une saison pareille, Darius Garland qui regarde les playoffs avec un petit plaid et un thé, franchement c'est moche. C'est relou. Je suis d'accord. Voilà. Cavs, donc ça, inquiétude, manque de confiance. Qu'est-ce que t'as à nous proposer? Bah ouais, ça fait depuis la trade deadline que je les ai dans le viseur, bon, depuis le début de saison, mais surtout depuis la trade deadline. Le Jazz en termes de dynamique là pour aller en playoff, on est comment là? Parce que attention, hein, on avait parlé dans un apéro, on avait fait un apéro complet sur le dernier virage de la saison. Et j'en avais parlé notamment du fait que Utah, il y a très peu d'équipes, voire aucune, qui jouent autant sur leur fin de saison et sur leur playoff par rapport à leur structure actuelle. Ils sont 5e. Il y a eu cette bataille face à Dallas et on voit que Dallas est en train de monter en température, que ça se passe bien. On va en reparler dans une autre vidéo de nos amis les Mavs. Denver est dans leur short. Et t'as Denver qui est dans le short. Bref, Utah, en termes de dynamique, alors t'as pas Bogdanovic qui est là. Il y a des 5 majeurs où parfois tu peux pas compter sur tout l'effectif. Rudy qui a manqué des matchs et tout. Et exactement, donc il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est très difficile, le Jazz. Ils ont fait un road trip là où j'ai pas du tout été rassuré dans l'attitude, dans l'ambiance, dans la dynamique. Et là, pour une équipe dont on a parlé à la trade deadline qui n'a pas fait trop de mouvements, où on commence à avoir des bruits sur Quinn Snyder, où on a Danny Ainge, où tu as l'impression qu'en fait, lui, il pourrait appuyer sur le gros bouton rouge, et on sait pas comment ça se passe dans le reste de l'effectif, bah honnêtement, moi j'aborde les playoffs, là, je suis fan du Jazz, en l'état, c'est trop chaud. Il faut vraiment que là, sur les derniers jours, l'effectif soit complet, que Bogdanovic puisse revenir, parce que c'était la promesse qui avait été faite à la trade deadline. Gagner des matchs, hein. Tout à fait. Et la promesse de la trade deadline, c'était on aimerait se ramener à 100% niveau santé et enfin profiter de notre 5 majeur. S'ils y arrivent, tant mieux. Et à ce moment-là, ce sera bien relou de se taper Monsieur Donovan Mitchell en mode playoff, parce que l'autre, à chaque fois qu'il débarque en playoff, Donovan Mitchell, moi j'ai confiance en lui. Tu vois, je le mets même pas dans cette vidéo. Mais il y a des incertitudes sur Quinn Snyder, sur les rotations, sur la manière dont il va aborder certaines match-ups. On a vu comment ça s'est passé contre Tyronn Lue l'année dernière. Bref, j'espérais, en sortie de trade deadline, que le Jazz allait nous faire une grosse deuxième partie de saison, histoire de dire, personne veut nous jouer sur les playoffs 2022 parce qu'on peut vraiment créer la surprise. Bah là, il y a beaucoup d'équipes où je me dis... ah bah tiens, sur cette match, je les préfère à Utah. Donc dynamique vraiment pas bonne. On n'a jamais été, selon moi, aussi proche, je veux bien ton avis, aussi proche de l'implosion d'une structure qui est là depuis quelques années quand même. Ah, je suis assez d'accord. Et en plus, je te dis, là, pendant que tu parlais, je regardais. Donc ils ont une seule défaite seulement. Ils ont le même nombre de victoires, 45. Et ils ont une défaite de moins que les Nuggets, c'est tout. Ils sont à 45-30 et 45-31 pour les Nuggets. Donc ça peut aller très vite. Ensuite,
t'es les Wolves. Limite, tu regardes plus les Nuggets que le Jazz. Parce que tu te dis, en fait, peut-être qu'en pushant sur la fin de saison, c'est peut-être eux qu'on peut aller chercher s'ils continuent à pas le gagner. Jazz que les Nuggets, plutôt, tu veux dire Plutôt... Tu regardes plutôt le Jazz que les Nuggets en disant que tu peux les rattraper. Oui, ouais. oui. Tu les as plus, eux, dans le viseur en disant, si on veut notre place dans le top 6... Non mais on est en train de dire des choses comme ça, alors que le Jazz, en fait, était normalement top 3 assuré à un moment de la saison. Bien sûr. Peinard, quoi. Et le meilleur bilan clair de la NBA la saison dernière, on disait vas-y ça va repartir et tout. On a abordé la trade deadline en se disant il va se passer quelque chose. On a vu ce qui s'est passé avec Joe Ingles, mais on se demandait ce qui allait se passer avec Bogdanovic et on savait pas s'ils allaient viser du Jeremy Grant ou d'autres garçons. Ils ont fait statu quo et moi ça m'a envoyé un message qui était vraiment ok, le rendez-vous il est pour le 17 avril, vous êtes en play-off à 100%, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tu démarres ta série, mais c'est cette même équipe qui s'est fait remonter un 3-1 lead dans la bulle, c'est cette même équipe qui a déçu en demi-finale de play-off l'année dernière. Putain, là, je suis désolé, je peux pas aborder là les play-offs en tant que fan du Jazz et me dire ah bah non, tranquille, on peut carrément faire une finale de conf, quoi. Ils ont un demi-match d'avance sur les Nuggets, 2 matchs et demi quand même sur les Wolves, donc en 6 ou 7 matchs qui restent, ça doit quand même être tenable. Mais comme en fait ils sont sur 4 défaites d'affilée, on sait pas trop où la suite les emmène en fait. Là, faut gagner là. Là, faut gagner parce que tout ce que tu perds là, ça te complique ton éventuelle entrée en play-off. Alors, laisse tomber. Le Jazz au play-in, j'ai du mal à y croire. Mais le Jazz seulement 6e. Putain, enfin... Non. Après, une fois que les playoffs commencent, s'ils vont, il n'y a pas de problème évidemment, et ça j'y crois, là oui, Donovan Mitchell plus Mike Conley concentré et à 100% physiquement, je veux bien voir. Ils sont capables de faire je ne serais pas étonné que Utah puisse pousser à l'upset une équipe qui, dont on reparlera peut-être, n'est pas trop en top forme à l'approche de la fin de saison. Mais putain, il y a du boulot. Mais enfin, bon, attention. Hein. Ah, le Jazz... Je crois que j'en parlais avec les copains du Jazz, quelques fans français, de genre tous les scénarios pourraient avoir lieu là sur la fin de saison du Jazz, je serais même pas étonné. Genre effectif explose, il y a la demande de transfert, un coach qui bounce et tout. Il y a des rumeurs sur Quinn Snyder à San Antonio et tout. Enfin, ouais, je sais, j'ai vu. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas trop le genre de signe que tu as envie d'avoir en termes de dynamique de confiance. Non. Next. Je vais rester à l'ouest. Je vais parler des Lakers. T'as pas confiance aux Lakers, non, toi ? Alors ça, bon, je pense que je suis pas le seul. Pas déconner. Moi, je suis tranquille. Hein. Oui, non seulement j'ai pas confiance, mais ouais, je suis même entre guillemets inquiet pour leur projet d'une manière globale qui ne fonctionne pas du tout cette saison, alors que moi, je faisais partie de ceux qui croyaient en début de saison. À Westbrook, à Dream Team, à quelque chose qui marcherait mieux que ça. En fait. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je peux avoir confiance en Anthony Davis si je suis Lakers, si je suis un fan des Lakers, si je suis un membre du staff des Lakers, si je suis un joueur des Lakers, si je suis LeBron James. Est-ce que je peux avoir confiance en Anthony Davis ? Là, il n'est toujours pas revenu. Il n'a pas joué depuis le post-All-Star Game, quoi. Il n'a pas joué. Hein. Juste avant le All-Star Game, moi, j'ai plusieurs matchs en tête où il y a une sale défaite. Je crois que c'est contre les Warriors. Il y a 2 défaites de suite, des défaites un peu serrées, une contre les Blazers, une contre les Warriors, je crois. Des matchs que j'ai regardés et où je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il a, Anthony Davis ? Il était peut-être déjà blessé. Un peu. Il y a Yanis qui est passé au Crypto Arena aussi. On a vu Yanis versus Heidi, on a fait genre... Ouais, mais... Il y a un écart. Oui, mais te faire rosser par Giannis Antetokounmpo, ça peut arriver à des gens. Ouais, mais ça fait beaucoup, là. Hein. Quand t'es Anthony Davis, te faire rosser par les Blazers, enfin, rosser, je suis vache, mais ne pas dominer contre les Blazers, ça me fait chier. Le déplacement important était atroce. Ça me fait chier. Ensuite, il se blesse. Il n'a pas joué depuis la pause All-Star Game, il n'a pas joué au basket, Anthony Davis. Il devrait revenir, puisque là, on sait qu'il a repris l'entraînement à 100% et tout, donc ça devrait pas trop tarder, sauf que, encore heureux, il reste 7 matchs à tout casser, donc, et l'équipe, c'est pas qu'il se balade en son absence, hein, attention, hein, c'est la misère, hein, c'est la grosse misère, collectivement, c'est nul à chier. LeBron James score, mais les Lakers ne gagnent pas. Ah bah... Hein. Alors LeBron James bat des records, mais les Lakers, ça leur sert pas à grand chose en soi. Hein. Et du coup, là pour l'instant, ils sont 10e depuis la défaite contre les Pélicans là, de dimanche. Anthony Davis, non seulement là, faut qu'il revienne, mais faut qu'il soit opérationnel de ouf
tout de suite. Les Lakers ont extrêmement besoin de sa polyvalence, attaque-défense, de son talent, de sa présence, de sa mobilité, de sa présence à l'intérieur, enfin bref, tout ce qu'apporte Anthony Davis, qui reste un joueur... ça reste un joueur, on se souvient tous de ses playoffs 2020, on connaît tous... NBA 75 all time. On connaît tous Anthony Davis, oui, bah alors là, putain, bref, allez, ça c'est encore un autre sujet, je vais pas partir là-dessus parce que je vais m'énerver. Mais il mérite pas, voilà. Il le mérite pas, là. Et en plus il est en train de montrer qu'il le mérite pas. Il s'agirait de doser. Ouais, il s'agirait de doser. C'est vrai que là je dose pas beaucoup, mais quand même, putain. Non, il s'agirait de doser sur Anthony Davis, d'une manière générale. Oui, et même peut-être qu'il y en a qui vont dire que moi là je dose pas comme ça. Non, vas-y, continue. Mais bref, je pourrais comprendre, on peut discuter, je veux vraiment pas critiquer forcément son talent. Je critique sa mentalité, et je critique le fait qu'il y a un moment donné, il faut être présent. C'est que si t'es tout le temps blessé, bah c'est chiant. C'est chiant pour ton équipe. Et donc Anthony Davis, c'est un peu un problème depuis son début de carrière. Et là, en fait, l'équipe des Lakers a été faite de telle manière que quand il est pas là, tu peux rien faire. Rien. J'avais une question. Donc, ouais, non, il m'inspire pas confiance. Et j'aime bien ces déclats... oui, si j'avais pas été blessé, ça. Non, mais à la limite, j'aime bien, dans le sens vraiment, sincèrement, quand je dis que j'aime bien, c'est vrai. Genre, ça me fait marrer, mais en même temps, j'aime bien. Ça veut dire, en gros, il est ambitieux. Quelque part, il a pas complètement tort. Anthony Davis, quand il est sur le terrain, franchement, il peut faire pencher beaucoup de matchs. Bah oui. J'en doute pas un seul instant, mais sois là. Parce que là, t'as une équipe qui est en train de s'arracher pour essayer d'être au play-in. Les Lakers, s'ils s'arrachent pour être au play-in et qu'il y a Anthony Davis, je pense que si t'es les Pélicans, les Wolves, qu'est-ce qu'il y a, les Clippers, bah tu mouilles un peu quand même. T'as quand même pas tellement envie de jouer Anthony Davis. Mais pas celle qu'on imaginait, quoi. Bah tu joues les Lakers, il y a LeBron James et Anthony Davis, où il y a que LeBron James avec Dwight Howard et je ne sais quel autre garçon. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est voilà, à l'intérieur. Voilà, ces gars-là, c'est pas la même, quoi. Tu les regardes pas pareil. Donc ouais, je suis bien évidemment pas en confiance avec ces Lakers, ça c'est sûr, mais principalement parce que voilà, Anthony Davis, on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'il va revenir, pas revenir? Est-ce que quand il va revenir, il va être tout de suite vraiment opérationnel à 100%, ou est-ce qu'il lui faut, comme l'année dernière, une phase pour se remettre en rythme? Okay. Les Lakers ne peuvent pas s'offrir le luxe de donner à Anthony Davis une phase pour se mettre en rythme. Quand il revient, il doit être en 28-10 tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pas le choix. Titre 2020, il se fait prolonger dans la foulée, les yeux fermés, tout le monde est content. Prime Anthony Davis aux Lakers, ça va dérouler, etc. Depuis, il a joué 73 matchs en 2 saisons pour l'instant. C'est ça, tu peux répéter pour les gens du fond? 73 matchs en 2 saisons. 36 lors de la saison 2020-21, je les ai sous les yeux. Et pour l'instant, 37 lors de la saison 2021-22. C'est pas assez. C'est relou. On en revient à ce qu'on discutait dans les 30 prévus en 30 jours des Lakers. La discussion des meilleurs intérieurs du monde concerne notamment nos amis Embiid, Giannis, Jokic et compagnie. AD est introuvable dans la discussion. Bah tu peux pas, il joue pas. Il est introuvable dans la discussion. Donc en effet, je crois que c'est Mike Breen, commentateur iconique, qui sortait cette phrase. Être présent sur le terrain, c'est un talent. Mais bien sûr. C'est évident. C'est devenu, en fait, il faut que tu restes sur le terrain, quoi, gars. C'est évident parce qu'après on va dire ouais. Telle équipe, elle était pas au complet. Bah ouais. C'est pas de peau, c'est relou les blessures, et tu ne peux pas les commander. Mais ouais, être présent sur le terrain, c'est un talent, bien sûr. Ouais. Il existe un scénar dans lequel LeBron ne participe pas aux playoffs 2022. Ah bah il y en existe plus d'un. Hein. Et ce scénar, il a la cote. Hein. Bah... Parce que non seulement il y a les Spurs qui sont là derrière, genre. Ils sont même pas sûrs d'être au play-in. Ouais, c'est pour ça. Tu parles. Et derrière, si t'es dans le play-in, autant LeBron et AD, on est tous là, genre ouais, 48 minutes de LeBron et AD. Le problème, c'est qu'on est 5 sur un terrain et que lorsqu'on continue à avoir les minutes de mélo, de machin, surtout tenir 48 minutes. Non, je suis d'accord. Et même les Lakers avec LeBron et AD nous ont pas éclaboussé de leur talent, hein. Enfin nous ont pas mis des paillettes plein les yeux cette année. Hein. Les quelques matchs qu'ils ont joués ensemble. Hein. Donc voilà, ça vit encore sur le strass et paillettes de 2020 et la bulle de Mickey. Ouais, ils ont dominé les playoffs en 2020, il n'y a rien à dire, personne ne reviendra là-dessus, c'est un superbe titre et tout. Mais là, est-ce qu'on peut avoir confiance en Anthony Davis pour revenir et donner aux Lakers l'impulsion dont ils ont besoin pour 1. sortir du play-in et 2. éventuellement claquer un upset sur les Suns où tu vois ils seraient peut-être 8e, mettons qu'ils arrivent même à être 7e.
Ouais, faut être 8ème. Non, c'est pas possible. Ils pourront pas être 7ème. Il faudrait être 8ème pour ça. Donc non. Donc ce serait les Suns en play-off. Bah tiens, vas-y, Heidi. Prouve-nous maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux avoir confiance en Anthony Davis pour être suffisamment revenu en forme pour permettre, grâce à son talent et à tout ce qu'on lui connaît comme qualité sur un terrain de basket, de réaliser ce genre d'exploit? Voilà. Moins de blabla et un peu plus de jambes sur le parquet, s'il vous plaît. Ouais, ça peut être bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Eh bien, nous arrivons à cette minute dédiée à nos amis fans des Bulls qui sont sur une tendance pas tip-top, on va le dire, par rapport au début de saison. Chicago avait la hype totale, c'était la darling de la première partie de saison. DeRozan, niveau MVP, les bons ajustements de Binovan, tout se passe bien avec sa clavine, même quand il y a des cas de Covid, il n'y a pas de problème, tout le monde s'ajuste. On peut compter sur Ayo Dosunmu, sur Alex Caruso, sur toutes les belles acquisitions, Derrick Jones, etc. Javonte Green. Ça paraît un petit peu lointain. On est sur une fin de saison qui est pas tip top. En symbole, cette défaite assez atroce chez les Knicks. Ça arrive, c'est quand même pas top non plus. Là, ça arrive pas au bon moment. Ouais, surtout que tu tends la perche pour que les Raptors aillent te dépasser. Et donc, être en 6ème, c'est pas non plus idéal. Chicago était quand même, en janvier, on parlait de pole position dans la conférence Est, tout allait bien. Rivers avec les Celtics. On va échanger nos places gentiment. La dynamique de Chicago est pas top. Et face à ça, on se pose juste la question, et moi je me pose la question, comment les Bulls vont finir leur régulière et quelle équipe se pointe là en play-off? Tu sens plus que jamais l'absence de Lonzo Ball, fine. Mais t'es pas non plus... C'est très vrai, mais t'es pas non plus là dépourvu de joie. Il y a le retour de Patrick Williams, il y a Vucevic, il y a DeRozan, qui est revenu depuis plusieurs il y a Caruso qui est là. Lavine, certes, joue diminué et donc ça se voit dans certains efforts, notamment défensifs. Et donc du coup... Tu n'as pas la même production que celle sur laquelle tu pouvais compter en début de saison. Et le niveau absolument mythique de DeRozan sur l'automne, il est aussi redescendu sur terre gentiment en démarre. Ouais. Et donc du coup, moi j'ai pas du tout envie de ressortir les running gags, parce que vous savez à quel point j'ai adoré DeMar DeRozan sur cette chaîne, mais il y a un historique. En ce qui concerne DeRozan et les play-in tournaments qu'on a vu avec les Spurs ou certains matchs où ça n'a pas été trop clutch, il a été énormément clutch avec les Bulls cette saison. Je ne sais pas quelle équipe de Chicago va se pointer là en play-off. En l'état, c'est encore mathématiquement faisable que les Bulls fassent le play-in, et donc ça c'est absolument intolérable. Il faut que Chicago finisse bien. Ah mais c'est tout à fait possible. Après, moi j'ai parlé des Cavs juste avant, t'as vu? Tout à fait. Non, mais s'ils se font dépasser par les Cavs, là, les Bulls, là, j'hallucine. Par contre, non, mais complètement. Mais il y a Toronto, ça y est, c'est bon, qui est à égalité avec Toronto, eux, et donc les Bulls ont le tiebreaker. C'est dangereux. Et vu que j'en parlais sur le site préféré de votre site préféré, trashtalk.co, n'hésitez pas à y aller. Autant il y a un déplacement des Bulls là à Washington, donc il faut y aller, faire le travail, encore que. Par contre, après 1, 2, 3, 4, 5 matchs de suite à domicile, il y a du Heat, du Bucks, du Celtics, du Hornets et du Clippers. Surtout que Heat, Bucks, Celtics, ils vont jouer des gros trucs. Ils vont jouer des gros trucs. Les donc, Hornets, ils jouent aussi, ils peuvent aller chercher les Nets. Et les Clippers sont en train de récupérer Paul George, on va en reparler. Donc, du coup, et tu finis avec un déplacement à Minnesota le 10 avril. Donc, Minnesota jouera encore quelque chose. Et ils vont jouer quelque chose, je pense, à mon avis. Donc, du coup... Là, Chicago, faut vite se reprendre, parce que si tu perds des matchs aussi cons que ceux à New York, tu peux pas te permettre, quoi. Ils ont vraiment eu des défaites frustrantes à New Orleans, à New York. Après, il y a eu des matchs pareil à Sacramento. Il y avait des absences, certes, mais là, on n'est pas du tout sur la bonne dynamique. Le niveau de jeu a baissé. 6 défaites sur les 8 derniers matchs. Le niveau de jeu a baissé. Là où je te rejoins totalement, c'est sur le niveau stratosphérique de DeRozan qui n'est plus. Mais ça, c'est très compliqué d'entretenir un niveau stratosphérique comme ça. Et puis les défenses s'ajustent. Il l'a déjà entretenu très longtemps. Oh, bien sûr. Vraiment. Et surtout, du coup, on a une sensation de DeRozan qui cachait un peu des choses. Le niveau stratosphérique de DeRozan cachait un peu des manquements du collectif Bulls. Notamment des manquements dans le hustle. C'est-à-dire ? Je trouve que moi, quand je regarde les Bulls jouer ces dernières semaines, j'ai la sensation que les équipes en face, elles en veulent plus qu'eux. Elles en veulent plus. Ouais, elles ont plus la dalle. Ouais, il y en a. Alors, les blessures et tout expliquent des choses, mais pas que. Je trouve pas que Vucevic, ça n'a jamais été un mort de faim. Là, c'est chiant, quoi. Là, ça ferait du bien. Zach LaVine aussi. Après, oui, comme tu l'as dit, il y a un genou qui grince. Mais voilà, du coup, ça m'embête. Ça accumule. Ouais. Ça accumule les choses qui rentrent pas très confiants. Le niveau stratosphérique de DeRozan a caché un peu tout ça.
Je peux l'entendre, tout à fait. Il était tellement énorme qu'on était. Tu gagnais quand même parce qu'il a été ultra clutch. Ils ont gagné des matchs serrés. Hein. Là, tu sens toute l'importance de Lonzo, notamment, parce que là, vraiment, il y a des portes ouvertes à New York. Et donc, la paire qui était énorme, Lonzo-Caruso, n'est plus aussi présente. Et donc, du coup, ça crée des problèmes, même dans les rotations. Et donc là, on compte du coup sur la poigne de Billy Donovan. Et il faut qu'il nous rassure. Et Billy Donovan qui nous rassure. Et là, on en arrive à cette fameuse stat où je crois que c'est deux victoires pour 58 défaites. Pour 17 défaites ou 18 défaites face aux... Contre l'élite. Contre les équipes qui vont aller en play-off. Ou je sais plus ce que c'est exactement, le pool. Mais bref, contre les bonnes équipes. Et celle-là, elle fait très très mal parce que c'est ces équipes-là qu'il va falloir jouer. Et dès le play-in, si tu vas en play-in, ou dès le premier tour de play-off, si tu es qualifié directement pour les play-offs. Donc là, tu joues les Bucks là au premier tour. Bah la preview. Mais attends, tu joues les Bucks, ou tu joues le Heat, ou tu joues les Sixers, ou tu joues les Celtics. En ce moment, tu me mets un boule Celtics, même sans Robert Williams. Alors, en ce moment. Bah la dynamique elle est claire. D'accord. Hein. Tout à fait. Mais moi je veux bien l'avis des gens sur Chicago parce que c'est vraiment à double face. Je sais pas du tout s'il va y avoir un soudain réveil là dans les 10 derniers jours. Bam, parce que cette équipe a montré qu'elle pouvait quand même très bien jouer. Et il faut parce que sinon, alors là, on parlait des Cavs qui ont mal fini leur saison, mais alors les Bulls. Si vous êtes allé taper des telles hauteurs magnifiques, hein, qui ont explosé les attentes, ni toi ni moi n'avions dit que ça pouvait être comme ça pendant les 30 previews. Mais si tu finis en autre boudin, attention, te retrouve pas dans la vidéo, on va faire le coup d'œil dans le rétro, on va dire oh putain, qu'est-ce qu'on a été blasé au finish. On piche. Je suis d'accord. Suivant. J'ai gardé le meilleur pour la fin, moi, de cette vidéo. Ah, alors je me suis gardé un petit angle Sixers, Doc Rivers, Embiid, Harden. Ouais. J'ai pas mal discuté sur le réseau social de l'Oiseau Bleu ces derniers jours avec des gens, parce que je voyais beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais les Sixers, c'est sûr, de toute façon, ils vont rien faire en play-off. Ce sont des chokers, on m'a dit. » Bon. Ça vaudra le coup un jour de vraiment définir le mot choker. Est-ce que si t'as choke une fois, est-ce que t'es vraiment un choker pour toujours ? Non mais, c'est une vraie question qu'il faudra se poser. En tout cas, effectivement... même si les Sixers, il y a plusieurs matchs où j'étais devant et j'étais en train de me dire ah putain, c'est vrai qu'Embiid Harden, qu'est-ce que c'est compliqué à défendre, et je mets les lancers là-dedans parce que les lancers ça fait partie du basket, je le répète, je l'ai déjà dit plein de fois, il m'énerve, hein, je suis comme d'autres gens, ça m'énerve de voir ces fautes gratter et tout machin. L'autre soir il y a encore eu le match contre les Suns, ça a pas arrêté de gratter des fautes, tout ça. Mais ça fait partie de leur jeu, puis on a deux des meilleurs joueurs de la ligue pour obtenir des fautes. Alors on va pas leur dire fais pas de faute, tu vois, genre c'est comme si tu disais à Kyrie Irving arrête de dribbler entre les jambes. Tu peux shooter Giannis, arrête. Ouais, tu vois ce que je veux dire, voilà. Bref. Donc ils ont un talent offensif fou autour de ce duo. Après, ils ont une rotation que je trouve courte en talent. Ils ont une discipline aléatoire. Et ils ont un coach qu'on commence à bien connaître dans les situations compliquées. Hein. Notre Léonce National nous l'a mis en couve d'ailleurs. De toute façon, on a démarré la cour, on a fait tiens mes Doc Rivers, après on va réfléchir. Et donc, ces éléments-là, mis bout à bout, au-delà du fait de savoir si James Harden est un choker, ou si Embiid, je le mets pas du tout dans les chokers, bref, pas encore, en tout cas si tant est qu'il y arrive un jour, tu vois, même si... Non mais tu vois... Non mais moi sortir en chialant du shoot de Kawhi, pour moi c'est pas un choke, ça, faut arrêter de déconner. Non, c'est parce qu'il y a eu des contre-performances. Contre les Hawks l'année dernière, à la limite, on pourrait dire qu'il a peut-être pas fait, mais enfin après quand tu regardes les lignes de stats, tu fais bon, il était quand même en 28-13, tu vois, genre... Enfin bref, je ne sais pas si c'est vraiment ça, le truc c'est plus l'impression globale que dégagent les Sixers, en tout cas de ce que j'en vois et de ce que je regarde. C'est une équipe où il y a deux superstars avec un niveau de jeu qui peut être incroyable, qui pour Embiid va être incroyable, pour Harden on verra, on a vu que bien défendu il nous ressort des 2 sur 12 hein, et que bien défendu il drive pas trop et il envoie du step back hein, de James Harden. Michael Bridges en a fait la démonstration avec Jay Crowder, et non mais c'est vrai hein, la défense des Suns pour le coup c'était un gros test pour les Sixers. Gros test, grosse première mi-temps des Sixers, lourde. Première mi-temps, j'étais devant, je disais putain de merde, c'est indéfendable. 15, ils sont en train de... J'ai tous mes titulaires à 3 fautes, tu vois, genre tu peux plus jouer, tu peux plus défendre. Harden shootait mal et les mecs ils ont mis 65 points en première mi-temps à l'une des meilleures défenses de la ligue. Faut reconnaître que c'est sérieux. Bien sûr. Hein, avec après c'est vrai que Milton, l'autre il rentre en jeu, voilà. Tobias Harris enfin bref. Bon, ok. Deuxième mi-temps, serrage de vis, bonjour.
Voilà pourquoi Phoenix est le patron de la ligue. Est-ce que vous pouvez répondre à ça, les Sixers ? Bah non. Ils n'ont pas pu répondre, alors perdre contre les Suns cette année, on va pas les juger là-dessus. Juste ce qu'on peut voir, c'est des petits éléments de pareil, tu vois, dans le hustle, dans la réflexion de rotation aussi, de Doc Rivers, qui met un petit peu de temps à s'adapter. Le temps qu'il s'adapte, Phoenix a fait un run de 8-0, tu vois. Hein, c'est un peu con. Tu vois, genre, bah oui, en fait, Booker prend feu. Oui, il faut vite remettre Matisse Thybulle parce que sinon, c'est vrai que Georges Niang prend la sauce ou je sais pas quel autre gars, tu vois. Bon, voilà. Georges Niang joue 30 minutes, par exemple. Bien sûr. C'est un des plus gros fantômes de toute la conférence Est et je pense que les fans des Clippers en sont bien conscients, c'est que Doc Rivers... Ah oui, non, des Clippers, pardon, oui. Bah, Doc Rivers tout court. C'est-à-dire que moi, j'étais complètement halluciné de la série face à Nate McMillan où il l'a fait passer pour Red Auerbach, où moi j'étais là genre putain incroyable, les rotations avec Dwight Howard et tout. Nate McMillan cette année. Voilà. Et Doc a une armoire de choke, enfin je veux dire c'est le coach des 3-1 lead, des on galère, etc. Des Clippers qui après donnent la torche à Tyronn Lue et tout va mieux, tout va bien. Donc à la limite moi j'ai une confiance assez sereine dans la continuité de ce que tu dis en Embiid va quand même salir des gens. Ouais, et puis même en Tyrese Maxey, etc. Enfin, ils ont des gars d'expérience, donc je pense que ça va le faire. Il faudra juste vérifier la différence qu'on connaît entre les coups de sifflet de saison régulière et les coups de sifflet de playoff, parce que les arbitres avalent un petit peu plus leur sifflet en playoff. Un peu plus. Mais bon, tu vas toujours avoir ta... Quand même, hein. Et puis le jeu va moins vite, donc avoir des lancers, c'est important. Bien sûr, ils vont avoir des wagons de lancers, il n'y a pas de problème. Mais Doc Rivers, quoi. Je veux dire, si on est sur 7 matchs et qu'il faut se faire out-coach, la main, elle est tendue très très haut. Hein. Doc Rivers, il va tendre la main direct. Disons que le problème, c'est que les Sixers... Pour le coup, eux, je suis pas dans un délire à la Cavs ou à la Bulls ou quoi. Ils vont aller en play-off, tu vois, et sans passer par le play-in, c'est évident. Voire, ils sont en train de se positionner, comme c'est très très serré, pour être premiers. Potentiellement, les Sixers, si demain tu me dis ils vont finir premier de la régulière, je te dis ouais, c'est possible, franchement. Ça fait un moment que c'est possible, et là, plus ça va, plus ça avance, plus c'est possible, quoi. Tu vois, on l'a vu là, une défaite des Celtics, bim bam, pouf, là, clac. Non, c'est le Heat qui a repassé premier, mais les Sixers sont passés deuxième. Enfin, c'est très serré. Mais au premier tour, on verra ce qui se mange. S'ils sont dans le haut, là, on verra s'ils se mangent des Nets. Putain, ça c'est un premier tour que je veux bien voir, perso. Mais c'est pas impossible. C'est un des scénarios les plus probables. Hein. Mais même, tu vois, je veux bien voir comment, s'ils jouent des Cavs, faut les écrabouiller absolument, tu vois. Faut pas perdre de temps sur les Cavs, absolument. Et les Cavs vont pas se laisser faire, hein, même si on les a cités dans cette vidéo. Et après, le tour d'après, c'est là qu'on attend vraiment les Sixers. C'est là que commence un peu leur playoff, en fait, quelque part, j'ai envie de te dire. C'est contre Bud et les Bucks. Bud, les Bucks, le Heat de Spoelstra, les Celtics en dynamique, avec peut-être un Robert Williams qui aura eu le temps de revenir d'ici là, j'en sais rien, on verra, tu vois, genre. Donc il y a beaucoup d'écueils que les Sixers vont devoir affronter, sur lesquels ils vont devoir éviter de s'échouer, et c'est vrai que sur certains matchs de ces derniers temps là, on se dit aïe, tension quand même. Donc non, la confiance n'est pas du tout à 100%. Ils ont l'éventail le plus large, hein, pour moi, les Sixers. Hein, c'est-à-dire les mecs qui récupèrent Harden, tu te dis tu vas aller viser le titre. Les mecs qui pourraient être titrés, aller en finale de conf, aller en demi-finale ou sortir au premier tour. Moi, je dirais genre. Ouais. Ok. L'amplitude de résultat, elle est... Je sais pas s'il y a une équipe qui va faire autant. Si au premier tour, ils se tapent des Nets qui sortent du play-in... Et ils se font sortir. Franchement, ils se font sortir. Et je serais même pas surpris que dans les pronostics, ça soit très équilibré. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Ça va pas, tout le monde va pas dire genre Sixers, hein. Non. Trop pas, hein. Mais après, tu peux aussi avoir les mecs, les deux zinzins là, qui roulent sur la conférence S et disent genre non, rien à foutre de vous, on va tous vous envoyer à 6 fautes et puis voilà. Je suis d'accord. Donc voilà, Sixers, je les ai gardés pour la fin. C'est Doc Rivers time, on est d'accord. Moi je finis avec une dernière interrogation. J'hésitais entre deux franchises. Évidemment, la dynamique n'est pas top du côté des Warriors, mais la structure est trop stable. Donc on va faire attention au retour de Steph, attention au premier tour mal tiré, attention. Tu peux chuter au classement, continuer là. Dallas peut finir podium, hein. Je préfère être clair. Bien sûr. Peut être podium, Golden State peut continuer à chuter, et en fait tu te retrouves sur un premier tour un peu relou avec Steph qui doit revenir de sa blessure, avec des incertitudes. Je fais confiance à Golden State, donc il n'y a pas de problème. Non, moi mon dernier point c'est... Même si j'ai une belle confiance en Minnesota et en leur saison, et en ce qu'ils ont été capables de faire avec Karl Anthony Towns, tu vas voir. J'ai confiance en eux, en Pat Beverley, en Karl Anthony Towns, en ces structures avec Chris Finch, etc. Ils savent vraiment bien jouer à domicile, et on est plutôt bien parti pour que Minnesota soit à domicile pour entamer le play-in tournament, et on est content. C'est le scénario le plus probable. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui va se passer in fine, mais c'est le plus probable. C'est une des équipes aussi qui a le moins d'expérience
dans ce type de situation. Je les mets pas dans la même catégorie que les Cavs, parce qu'il faut quand même pas déconner. Il y a du Pat Beverley, du D'Lo et du Karl Anthony Towns. Ça a déjà fait des playoffs, donc ça va. Mais c'est pas non plus des mecs ultra expérimentés. C'est une équipe qui vraiment veut se tester. Et s'il y a bien une équipe qui doit pas se permettre, là, en 7ème, safe, de louper le play-in tournament, c'est bien les Minnesota Timberwolves. Parce que t'es les Clippers, qui sont en train de récupérer la Paul George, qui va se tester, où ils disent, on a des vétérans, où tout le monde connaît très bien son système. Reggie Jackson, Nicolas Batum, il y a Tyronn Lue qui dirige tout ça, ça va. Attention Minnesota sur 48 minutes. T'affrontes les Clippers, commence pas à faire le con. Parce que si tu remportes pas ce match... Surtout qu'ils vont récupérer Paul George. C'est pour ça, si tu es Minnesota et que t'assures pas ton premier match à domicile, ne te mets pas dans une situation compliquée qui est du genre... Lakers et AD. Lakers et AD LeBron, tu vois, sur... Ou les Pélicans qui en fait ont dit genre bah en fait on sait très bien comment est-ce qu'on va jouer. Pélicans, CJ McCollum, Brandon Ingram. Je ne souhaite pas ça aux Wolves. Finissez le travail. Le jeune, Alvarado, Herb Jones. Herb Jones. Trey Murphy. Ouais, Trey Murphy. Non, ils ont trouvé leur clic et tout. McCollum sur un match de 48 minutes, bah j'ai pas envie d'eux. Demande aux Nuggets comment c'est. Tout à fait. Demande à Memphis dans l'ancien play-in tournament où ils avaient mis aussi la sauce. Denver. Tout à fait. Je fais mon mieux, Jennifer. Mais bref, Minnesota, je ne veux pas vous porter le curse. Je dis juste. Si on se regarde droit dans les yeux, il y a un vrai niveau de pression pour les Wolves. Attention, tu ne dois pas chier contre les Clippers. Ouais. Et tu ne dois surtout pas, après, rentrer dans une spirale du genre putain, mais mec, les Karl Anthony Towns, en fait, genre... Tu dois essayer d'aller chercher les Nuggets ou le Jazz. Tu dois rentrer. Prends même pas de risque. Ouais. Essaye d'aller dans le top. Moi, si je suis Minnesota, il faut absolument. La fin de saison. Faut y aller. La fin de saison. Ne prends même pas le risque, Minnesota, de foirer ton play. T'es à 2 matchs. T'es à 2 matchs de retard du top 6 sur 6 matchs, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi j'y vais. Bah moi aussi je suis chaud. Le problème c'est que là c'est pas gagné, qu'il y a quand même Denver qui fait le travail, donc il y a un écart, 43 victoires, 33 défaites au moment où on parle, les Wolves 7ème et Denver est à 45 victoires, 31 défaites, tout à fait. Et Minnesota, je fais juste un passage rapide. Minnesota, qu'est-ce que ça donne le calendrier? Minnesota, tu vas à Toronto, à Denver, à Houston, ok. Et tu affrontes les... ça va. Tu joues Denver, c'est bien ça, tu peux essayer de les battre. Et t'affrontes qui? Et t'affrontes ensuite les Wizards, les Spurs et les Bulls. C'est honnête, Minnesota. Ah, c'est honnête comme calendrier. Pas de bêtises. Faut y aller là. Ouais. Parce que vraiment, le 48 minutes de genre... tu sais, ils ont ce côté... Après... Ils étaient pas, ils étaient pas les Clippers, ils étaient pas là dans une dynamique incroyable parce que pareil, eux, on parle de s'essouffler. Les mecs, ils ont rampé pendant toute la saison. C'est normal. Il leur manque leurs 2 meilleurs joueurs depuis je sais pas combien de temps. Complètement. Il n'a pas joué de la saison. Mais alors, s'il y a une équipe de 48 minutes qui se bat en déplacement et qui va se dire, oh les gars, on retrouve pas de Bev, où on sait très bien comment ça. Je prends Tyronn Lue, Nico Batum et tous les tueurs à gages des Clippers, 48 minutes devant Chris Finch et une certaine inexpérience. Je suis d'accord, mais un peu moins cette année. Ils ont montré les Wolves pas de risque. Dans certains gros matchs, un beau caractère. Là récemment, ils ont giflé les Mavs. Alors que c'était fait battre juste avant, mais là ils ont giflé les Mavs. Bien sûr. Bien fort. Ils ont pas de Bev. Vous savez que pas de Bev, c'est pas mon joueur préféré. Mais faut reconnaître, faut lui rendre ce qu'il a. Il aboie et il amène son expérience à cette jeune garde de loup là. Ça leur fait du bien. La mentalité d'Anthony Edwards, j'aime bien. Non mais bien sûr. Non, mais toutes les séries que tu as citées, le meilleur intérieur c'est Karl Anthony Towns. Normalement oui. Donc tout à fait. Il y a moyen. Je veux juste pas que Minnesota se dise on a fait tout ce travail là avec toute cette taille pour dire on retourne en playoff. Et en fait tu t'es trop dit genre on retourne en playoff et en fait t'as oublié que putain merde, il fallait valider les 2 derniers matchs et on a fait des conneries. Minnesota va pas en playoff après une saison comme ça. Malik Beasley à 2 sur 11 à 3 points dans le game du play-in pendant qu'il y a Malik Monk qui est en train de faire le dingo en face, tu le vois ou pas? Je ne le souhaite pas, mais attention. Oh putain, si Minnesota va pas en playoff après une saison comme ça, c'est... T'imagines, genre ça se trouve, ils vont avoir 47 victoires, mais ils vont aller au play-in et... Oh putain. Ok, au passage, le play-in pas capé. Hein. Pas capé, hein, attention. Pouah, les mecs, ils vont jouer une équipe qui a 14 victoires de moins qu'eux, là, c'est ridicule. Bref, c'est un autre sujet. Du sel Du sel de partout. Dans tous les cas, on a fait le tour un petit peu. Évidemment, on vous attend, vous aussi, dans les commentaires pour nous dire en qui vous avez un peu, pas trop, confiance à l'approche des playoffs. Dites-nous tout ce que vous pensez de tout ça, et nous... on va essayer de faire l'inverse. Voilà, c'est ça. On va regarder un peu qui on n'invitera pas au dîner de con le mercredi. Non, mais par contre, qu'on a très hâte de regarder sur les playoffs. On fait des bisous, à tout de suite dans un prochain apéro. Ciao. Ciao, ciao.